Il existe, dans les réserves des Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence, un registre d'habitation que personne ne consulte jamais. Il porte la cote C9A 156 et concerne l'habitation sucrière Kervegan, quartier de Jérémy, partie sud de Saint-Domingue, pour les années 1768 à 1789. Les pages en sont jaunies par le temps, rongées sur les bords par l'humidité tropicale qui les a imprégnées bien avant qu'un archiviste ne les range dans un carton gris. Sur la page 47 de ce registre, entre l'inventaire des pièces de charpente livrées à la sucrerie et le décompte des barriques de sucre brut expédiées au port des Irois, une main a tracé un dessin minuscule dans la marge. Ce n'est pas une annotation, ce n'est pas un chiffre, c'est une encoche, un V irrégulier, légèrement incurvé vers la droite, semblable à la marque qu'un menuisier laisserait sur une pièce de bois pour indiquer le sens du grain. Personne, parmi les rares chercheurs qui ont feuilleté ce registre, n'a jamais relevé cette marque. Elle ne signifie rien pour quiconque ne sait pas la lire. Et pourtant, si l'on savait, si l'on pouvait remonter le fil invisible que cette encoche déroule à travers 14 années de bois taillés, de routes parcourues et de silences maintenus, on découvrirait que 247 personnes doivent leur liberté à cette marque. 247 âmes qui ont quitté les champs de canne, les sucreries, les caféières et les cases à nègres du sud de Saint-Domingue entre 1774 et 1788, guidées par un système que personne, ni les maîtres, ni les commandeurs, ni les chasseurs de marrons, ni le curé méticuleux de la paroisse, n'a jamais compris. L'homme qui a conçu ce système s'appelait Étienne dans les registres paroissiaux. Étienne, charpentier, nègre de Guinée, propriété de M. Arnaud de Kervegan, habitation sucrière du quartier de Jérémy, baptisé le 14 mars 1762. C'est tout ce que les archives officielles en disent. Mais dans les montagnes du massif de la Hotte, où les communautés marronnes ont transmis pendant des générations une mémoire que les archives ignorent, cet homme portait un autre nom. Un nom qu'il n'avait jamais cessé de porter depuis le jour où on l'avait arraché à la rive sud du fleuve Gambie, à l'âge de 19 ans, au terme d'une razzia menée par des capteurs mandingues, alliés aux traitants de Gorée. Ce nom était Diallo. Diallo, fils d'Ibrahima, fils de Mamadou, lignée de constructeurs de cases dans le Fiouta Jalon, là où les collines sont si vertes en saison des pluies, qu'on dirait que la terre elle-même respire. Pour raconter l'histoire de Diallo, puisque c'est ainsi qu'il faut l'appeler, et non par le prénom que l'eau du baptême colonial lui a imposé, il faut accepter de procéder comme lui-même procédait, avec patience. Il faut rassembler les fragments, les registres d'habitation de Kervegan, qui notent méticuleusement chaque déplacement du charpentier vers d'autres propriétés. Les registres paroissiaux du père Sylvestre Moreau, curé de la paroisse de Jérémy, dont les fiches descriptives des baptisés sont d'une précision qui ferait l'envie d'un commissaire de police. Les inventaires après décès de 3 habitations voisines qui révèlent, si on les croise avec les dates des livraisons de charpente de Diallo, un schéma que personne à l'époque n'a su voir. Les récits oraux recueillis dans les mornes de la Hotte au XIXe siècle par un instituteur haïtien dont le cahier, miraculeusement préservé, dort dans la bibliothèque du petit séminaire de Jérémy. Et cette encoche, cette simple encoche dans la marge d'un registre poussiéreux, qui est peut-être la seule trace matérielle directe que Diallo ait laissée de sa propre main dans le monde des documents écrits. Il faut commencer par le bois, car c'est le bois qui explique tout. Dans les habitations sucrières de Saint-Domingue, le charpentier occupait une position singulière. Il n'était pas un nègre de houx, ces hommes et ces femmes, des ateliers de grande culture qui, du lever au coucher du soleil, coupaient, plantaient, sarclaient la canne sous l'œil du commandeur et le claquement du fouet. Il n'était pas non plus un domestique de la grand-case, prisonnier de la proximité quotidienne avec le maître, soumis aux caprices de la maîtresse, à portée de main et de voix à chaque heure du jour. Le charpentier appartenait à cette catégorie intermédiaire, que les colons appelaient les nègres à talent, forgerons, tonneliers, maçons, sucriers.
ceux dont le savoir-faire spécialisé leur conférait une valeur marchande supérieure et par conséquent un traitement légèrement moins brutal, non par humanité mais par calcul. Un charpentier valait entre 3 000 et 4 000 livres coloniales sur le marché de Saint-Domingue dans les années 1770. On ne mutilait pas gratuitement un investissement de 4 000 livres. Mais la vraie singularité du charpentier, ce n'était pas sa valeur, c'était sa mobilité. La sucrerie, avec son moulin, ses chaudières, ses bâtiments de purge, ses cases, ses magasins, ses embarcadères, était un organisme de bois. Le bois pourrissait dans l'humidité tropicale. Le bois se fendait sous les tremblements de terre. Le bois brûlait quand la bagasse s'enflammait. Le bois devait être remplacé, réparé, renforcé, constamment et partout. Et comme les bons charpentiers étaient rares, il fallait des années pour former un nègre à talent capable de tailler une charpente de moulin ou d'assembler un train de chaudière. Les propriétaires se les prêtaient. Kervégan envoyait Diallo réparer la toiture de la sucrerie du Plantier. Du Plantier l'envoyait renforcer l'embarcadère de Beaulieu. Beaulieu le faisait construire de nouvelles cases à nègres pour les bossales qui venaient d'arriver par le dernier navire. Et ainsi de suite, d'habitation en habitation le long des chemins de terre rouge du sud de Saint-Domingue, entre les mornes couverts de forêt et la côte découpée où les goélettes chargèrent le sucre pour les négociants de Nantes et de Bordeaux. Diallo marchait. C'est la chose la plus simple et la plus extraordinaire qu'on puisse dire d'un esclavagé dans les colonies françaises du XVIIIe siècle. Il marchait. Des heures durant, parfois des jours entiers, un billet de son maître plié dans la poche de son pantalon de toile, ses outils dans un sac de grosse toile sur l'épaule, la scie, le rabot, le ciseau à bois, l'herminette, le cordeau. Il parcourait les chemins du sud. Il traversait des ravines où l'eau de pluie avait creusé des sillons profonds dans la terre ocre. Il longeait des champs de canne dont les tiges, à la saison de la coupe, dépassaient 3 fois sa hauteur et bruissaient dans le vent d'est, comme une foule murmurant un secret. Il passait devant des caféières, accrochées aux flancs des mornes, où l'ombre des arbres à pin protégeait les plants de café et où des femmes triaient les cerises rouges en chantant des airs dont les paroles, pour qui savait les entendre, n'avaient rien à voir avec ce que les maîtres croyaient comprendre. Il traversait des bourgs minuscules, quelques cases, un magasin général tenu par un petit blanc à la peau tannée par le soleil, une chapelle de bois. Et les petits blancs le regardaient passer avec ce mélange de mépris et d'envie que les pauvres blancs des colonies réservaient aux nègres à talent. Mépris parce qu'il était noir, envie parce qu'il possédait un savoir-faire qu'eux-mêmes n'avaient pas. Et pendant qu'il marchait, Diallo regardait. Il regardait tout. L'inclinaison de chaque pente, la profondeur de chaque gué, la densité de chaque sous-bois, la position de chaque case de garde où les chasseurs de marrons faisaient halte, l'heure à laquelle la patrouille de la maréchaussée passait sur tel chemin. Le point exact, dans le lit d'une rivière, où l'eau était assez profonde pour effacer les traces d'un homme, mais pas assez forte pour l'emporter. L'arbre, un mapou centenaire aux racines aériennes qui formait une cathédrale végétale sous lequel on pouvait se cacher pendant des heures sans être vu depuis le chemin. Le rocher, à flanc de morne, derrière lequel une communauté marronne avait aménagé un jardin invisible, nourri par un ruisseau détourné avec une ingéniosité qui aurait fait l'admiration d'un ingénieur hydraulique. Diallo regardait, et Diallo se souvenait, car dans le futage à l'aune, le constructeur de cases devait connaître le terrain avant de bâtir. Son père, Ibrahima, lui avait enseigné cela avant toute chose, avant le choix du bois, avant la coupe, avant l'assemblage. Il y a la lecture du sol. La terre parle à celui qui sait l'écouter. Elle dit où l'eau coule en saison sèche. Elle dit où le vent frappe en saison des pluies. Elle dit où la roche affleure et où le sable s'enfonce. Ibrahima disait cela en Peul, dans la cour de leur concession, pendant que les chèvres cherchaient l'ombre du Néré et que la mère de Diallo pilait le mil dans le mortier de bois avec un rythme régulier qui scandait les paroles du père comme un tambour. Tout cela, Diallo l'avait emporté dans la cale du navire négrier, pas dans un bagage. On ne lui avait rien laissé, dans sa mémoire.
La seule chose qu'il ne pouvait pas enchaîner. La traversée avait duré 63 jours. Il avait compté en marquant avec l'ongle de son pouce une rayure par jour sur la face intérieure de la planche qui formait sa couchette dans l'entrepont. 63 rayures, alignées comme les encoches qu'il taillerait plus tard avec une toute autre intention. Il avait été chargé à Gorée, cette île minuscule au large de la côte du Sénégal où les captifs attendaient, parfois des semaines, dans des cellules de pierre dont les murs suintaient l'humidité marine. Il se souvenait de l'odeur, sel, urine, sueur, et cette autre odeur, plus ancienne, incrustée dans la pierre elle-même, qui était l'odeur de la peur accumulée de milliers de corps passés avant lui. Il se souvenait du bruit de la mer qu'il entendait pour la première fois de sa vie, lui qui avait grandi dans les collines intérieures du Futa-Jalon, loin de toute côte. Il avait cru d'abord que c'était le souffle d'un animal monstrueux, puis il avait compris que c'était l'eau, une quantité d'eau que son esprit de terrien ne parvenait pas à concevoir, et que cette eau allait l'avaler. Dans l'entrepont du navire, un brick nantais baptisé la Providence, ironie que personne à bord n'aurait su apprécier, Diallo avait été enchaîné à un homme plus âgé, un Wolof de la région de Cayor qui s'appelait Samba et qui parlait un peu de Peul. Samba avait déjà traversé. C'était la deuxième fois qu'on l'embarquait. La première fois, le navire avait fait naufrage sur la côte de la Barbade et Samba avait été récupéré par des pêcheurs anglais qui l'avaient revendu à un traitant français de retour à Gorée. Samba savait donc ce qui attendait de l'autre côté de l'eau. Il le raconta à Diallo dans un murmure. La nuit, entre les gémissements des autres captifs et le craquement du bois de la coque, il dit, de l'autre côté, il y a une terre verte, très verte, plus verte encore que le Futa en hivernage, mais cette verdure est un piège, car sous cette verdure, il y a du sucre, et le sucre mange les hommes. Il dit, ils te donneront un nom qui n'est pas ton nom, et ils verseront de l'eau sur ta tête, et ils diront que tu es sauvé. Mais tu ne seras pas sauvé. Il dit, ne laisse jamais ton vrai nom mourir. Garde-le dans l'endroit de toi qu'ils ne peuvent pas atteindre. Samba mourut au 47e jour de la traversée. Une fièvre qui le prit au matin et l'emporta avant la nuit. On décrocha la chaîne qui le liait à Diallo et on jeta le corps par-dessus bord. Diallo entendit le bruit, un choc bref suivi d'un silence. Pas même un plouf, comme si l'océan l'avait avalé sans mâcher. De ce jour, Diallo garda son nom dans l'endroit que Samba avait indiqué. Cet endroit n'avait pas de localisation physique. Ce n'était pas le cœur, ni la tête, ni le ventre. C'était plus profond. C'était l'endroit où l'on continue d'exister quand tout le reste vous a été retiré. Il arriva au Cap Français au mois de juin 1762. Il fut vendu en 3 jours. Les charpentiers étaient recherchés, et les acheteurs n'eurent qu'à voir ses mains pour comprendre ce qu'il savait faire. Arnaud de Kervégan, propriétaire de 3 habitations sucrières dans le quartier de Jérémie, l'acheta pour 3800 livres coloniales, un prix élevé pour un bossal qui ne parlait pas encore français. Mais Kervégan avait l'œil. Il avait vu les cales sur les paumes de Diallo, la manière dont ses doigts avaient effleuré le bois de la rambarde du marché aux esclaves, non pas pour s'appuyer, mais pour évaluer. La caresse d'un homme qui connaît le bois. L'habitation Kervégan se trouvait à une demi-journée de marche du bourg de Jérémie, dans une vallée arrosée par un cours d'eau que les colons appelaient la rivière froide, et que les esclaves appelaient autrement, d'un nom qui n'a pas survécu. La Grand-Case, et coiffée d'un toit à 4 pentes couvert de bardeaux, dominait la vallée depuis un replat aménagé à flanc de morne. De la galerie qui en faisait le tour, on voyait en contrebas les bâtiments de la sucrerie, le moulin à bêtes avec son manège circulaire où 6 mules tournaient du lever au coucher du soleil en actionnant les cylindres broyeurs, l'équipage des chaudières où le Vézou bouillait dans des cuves de cuivre alignées par taille décroissante, la purgerie aux murs de pierre où le sucre blanchissait dans des formes de terre cuite, les magasins où les barriques attendaient le charroi vers l'embarcadère. Plus loin, les cases à nègres, 2 rangées de petites constructions de bois et de torchis couvertes de paille de canne, alignées comme les tombes d'un cimetière. Et au-delà encore, la canne partout,
ses tiges denses et ses feuilles coupantes qui ondulaient sous le vent d'est, et dont le bruissement emplissait la vallée d'un murmure continu, une respiration végétale qui ne s'arrêtait jamais, ni le jour ni la nuit. Kervégan possédait, selon l'inventaire de 1770, conservé aux archives d'outre-mer, 142 esclaves, répartis entre son habitation principale et 2 propriétés secondaires, une caféière dans les hauteurs et une petite indigoterie en déclin. La sucrerie était le cœur de l'entreprise. Elle produisait, dans les bonnes années, entre 100 et 120 barriques de sucre brut et une trentaine de barriques de sucre terré, acheminées par cabotage jusqu'au port des Irois, puis par goélette jusqu'au Cap Français, d'où des navires marchands les transportaient vers les raffineries de Nantes, de Bordeaux ou du Havre. C'était une habitation de taille moyenne, rien à voir avec les grandes sucreries de la plaine du Nord, qui comptaient 300 esclaves et des moulins à eau. Mais elle rapportait assez pour que Kervégan entretienne un train de vie confortable, avec une cuisinière, un cocher, 3 domestiques à la grand-case, et un abonnement au Mercure de France qui arrivait avec 4 mois de retard par le courrier maritime. Arnaud de Kervégan était un homme de 47 ans lorsque Diallo arriva dans sa propriété. Il avait le visage long, les yeux délavés des créoles blancs qui passent leur vie sous un soleil pour lequel leur peau n'est pas faite, et cette maigreur nerveuse que le climat tropical inflige aux Européens qui boivent trop de rhum et pas assez d'eau. Il était né à Jérémie, fils et petit-fils de colons bretons arrivés au début du siècle, et il considérait Saint-Domingue comme sa patrie, avec cette conviction têtue des béquets qui n'ont jamais vu la France, mais qui la vénèrent de loin comme on vénère un dieu abstrait. Il parlait de Versailles comme un prêtre parle du paradis, avec dévotion et sans la moindre intention de s'y rendre. La cruauté de Kervégan n'était pas spectaculaire. Il ne fouettait pas lui-même. Il ne violait pas, du moins pas avec la régularité systématique de certains grands blancs dont les cases à nègres étaient peuplées de mulâtres aux yeux clairs. Sa cruauté était administrative. Elle opérait par le registre et le calcul. Kervégan avait compris, très tôt dans sa carrière de propriétaire, que la manière la plus efficace de maintenir l'ordre dans une habitation n'était ni le fouet, ni le carcan, mais la peur de la séparation. Un esclave qui n'a personne n'a rien à perdre. Et un homme qui n'a rien à perdre est dangereux. Un esclave qui aime, qui a une femme, des enfants, une mère vieillissante, est un esclave docile, car chaque geste de rébellion met en péril non pas sa propre chair, mais celle de l'être aimé. Kervégan avait fait de cette observation une méthode. Quand un esclavager désobéissait, il ne le punissait pas. Il vendait quelqu'un que cet esclave aimait. Il avait affiné cette méthode jusqu'à en faire un art. Il ne vendait pas n'importe quand. Il vendait la veille des fêtes religieuses, Noël, Pâques, la Toussaint, ces jours où le Code noir imposait théoriquement le repos et où les esclavagés avaient le droit de se rassembler, de chanter, de danser la calenda, de visiter les esclaves des habitations voisines. La veille de ces jours de relative humanité, Kervégan convoquait l'esclave désobéissant, et devant lui, sans élever la voix, avec la courtoisie froide d'un notaire lisant un acte de vente, il annonçait que son enfant, ou sa femme, ou son frère, avait été vendu à une habitation si lointaine que les chances de le revoir étaient à peu près celles de revoir la côte de Guinée. Et le lendemain, pendant que le curé disait la messe et que les esclaves étaient censés remercier Dieu pour la bonté de leur maître, l'esclavagé puni regardait autour de lui la place vide, le trou dans le cercle de la famille, et il comprenait que ce trou pouvait s'agrandir encore, et encore, et encore. Kervégan appelait cela sa bonne gestion. Les registres le confirment. On retrouve, dans l'inventaire de 1770, la mention de 37 ventes réalisées entre 1765 et 1770, dont 22 concernent des enfants de moins de 12 ans vendus séparément de leurs parents. 22 enfants en 5 ans.
La destination la plus fréquente est une caféière de la rivière de la Grand'Anse, à 3 jours de marche vers l'est, assez loin pour rendre les visites impossibles, mais assez proche pour que la rumeur du sort de l'enfant vendu revienne aux oreilles des parents. Car Kervégan voulait que les parents sachent. Il voulait que le fil de la souffrance reste tendu. Un enfant vendu et oublié n'est plus un levier. Un enfant vendu et su est une menace permanente. Le curé de la paroisse de Jérémie, le père Sylvestre Moreau, était l'autre visage du système. Un visage plus complexe que celui de Kervégan, et peut-être, à sa manière, plus terrible, car Kervégan savait ce qu'il faisait. Il n'avait aucune illusion sur la nature de ses actes. Il gérait des biens, et ces biens se trouvaient être des êtres humains. Et il les gérait avec la même rationalité froide qu'il appliquait à ses chaudières et à ses mules. Il n'y avait pas en lui de contradiction interne, seulement un vide, l'absence totale de la capacité à voir, dans les yeux d'un esclavagé, le reflet d'une humanité semblable à la sienne. Le père Sylvestre, lui, voyait cette humanité. C'était même tout le problème. Il était arrivé à Jérémie en 1758, envoyé par l'ordre des Dominicains pour remplacer un curé mort de la fièvre jaune. Il avait 32 ans, des convictions solides et une intelligence méticuleuse. Il croyait sincèrement, et c'est ce mot « sincèrement » qui rend le personnage si difficile à juger à la lumière du temps, que le baptême était le plus grand bien qu'on pût offrir à un être humain, que le salut de l'âme était infiniment plus important que la liberté du corps, que l'esclavage, s'il permettait l'accès au baptême et donc à la vie éternelle, était, dans l'économie divine, un mal temporaire au service d'un bien éternel. Il avait lu saint Augustin. Il avait lu les justifications théologiques de l'esclavage produites par l'Église depuis le XVIe siècle. Et il avait construit, avec la rigueur logique d'un théologien formé à la scolastique, un système moral dans lequel la servitude du corps et le salut de l'âme coexistaient sans contradiction. Cette conviction aurait pu rester abstraite et relativement inoffensive. Un prêtre qui baptise les esclaves, dit la messe le dimanche, administre les sacrements et ferme les yeux sur ce qui se passe dans les champs. Beaucoup de curés des colonies faisaient exactement cela. Mais le père Sylvestre avait un trait de caractère qui transformait sa foi en instrument de persécution. Il était méticuleux, obsessivement, compulsivement méticuleux. Ces registres paroissiaux sont aujourd'hui encore un objet de stupéfaction pour les historiens qui les consultent. Là où les autres curés de Saint-Domingue notaient « baptisé Jean, nègre de M. Dupont » et passaient au suivant, le père Sylvestre consacrait à chaque baptême un paragraphe entier. Nom attribué, propriétaire, habitation d'origine, date d'arrivée dans la colonie Cibossal, estimation de l'âge, ethnie supposée, Peul, Wolof, Mandingue, Congo, Arada, Nago, et surtout, un signalement physique d'une précision stupéfiante. Taille approximative en pieds et pouces. Couleur de la peau notée sur une échelle personnelle allant de noir, ébène à brun clair. Marques tribales, quand elles existaient, décrites avec la minutie d'un anatomiste, 3 scarifications parallèles sur la joue gauche, 2 cercles concentriques sur le front, incisions en chevron sur les épaules, cicatrices de fouet, doigts manquants, oreilles coupées, marquées au fer rouge. Tout. Il notait tout. Il le faisait par devoir pastoral, disait-il, pour pouvoir retrouver chaque brebis de son troupeau. Car les esclaves, dans l'esprit du père Sylvestre, n'étaient pas des biens meubles. C'était le regard de la loi civile, pas celui de Dieu. Ils étaient des âmes dont il avait la charge. Et un bon berger connaît chaque mouton de son troupeau par ses marques distinctives. Le problème, c'est que les chasseurs de marrons le savaient aussi. Les chasseurs de marrons, ces hommes, souvent des petits blancs ou des affranchis, payés à la prime pour traquer les esclaves fugitifs dans les mornes, avaient besoin de signalements précis pour identifier leur proie. Les avis de recherche que les propriétaires publiaient dans les affiches américaines, le journal de la colonie, étaient souvent vagues. Jean, nègre Congo, taille moyenne,
parti depuis le 15 courant. Ce genre de description correspondait à un homme sur 10 dans la colonie. Mais les fiches du père Sylvestre, elles, étaient d'une autre nature. 3 scarifications parallèles sur la joue gauche. Cicatrice d'un coup de serpe au-dessus du coude droit. Doigt auriculaire de la main gauche amputé. Avec de telles descriptions, un chasseur pouvait identifier un marron dans une foule de nègres au marché de Jérémie en quelques secondes. Et le père Sylvestre les fournissait. Il ne les vendait pas. Il n'avait que faire de l'argent. Et il aurait été offensé qu'on le prît pour un mercenaire. Il les fournissait par charité. Quand un propriétaire venait lui signaler la fuite d'un esclave baptisé, le père Sylvestre ouvrait son registre, retrouvait la fiche correspondante et la recopiait de sa belle écriture, appliquée sur un billet qu'il remettait au chasseur. Il le faisait avec le même geste que celui avec lequel il distribuait l'hostie. La main ouverte, la paume tournée vers le ciel, le regard empreint d'une bonté qui n'était pas feinte. Il croyait ramener les brebis égarées au bercail. Il croyait sauver des âmes, et chaque marron recapturé grâce à ses fiches était ramené à l'habitation, attaché au poteau de justice et fouetté jusqu'au sang devant les autres esclaves assemblés, pour l'exemple. Diallo apprit tout cela lentement, au fil des mois qui suivirent son arrivée. Il apprit le français créole parlé dans les cases à nègres, un français défiguré, mâché, réinventé par des bouches africaines, enrichi de mots venus du fond, du Yoruba, du Kikongo, qui n'avaient plus grand-chose à voir avec la langue de Molière, mais qui était devenue, sur cette île, la seule langue commune entre des hommes et des femmes arrachés à 20 peuples différents. Il apprit les règles de la survie, ne pas regarder le maître dans les yeux, répondre oui, maître quand on te parle, baisser la tête quand le commandeur passe, travailler avec une lenteur calculée, assez vite pour éviter le fouet, assez lentement pour ne pas crever. Il apprit la géographie de la douleur, les jours de roulaison, quand la sucrerie fonctionnait jour et nuit, et que les esclaves des chaudières, les yeux rougis par la vapeur et les bras brûlés par les éclaboussures de Vesoux bouillant, s'effondraient de fatigue et étaient remplacés par d'autres qui s'effondreraient à leur tour. Il apprit le son du fouet, non pas le claquement sec que l'on imagine, mais un sifflement ténu, suivi d'un bruit mouillé, comme une branche qu'on brise dans un marécage. Et il apprit autre chose, une chose que Kervégan ne pouvait pas calculer, ni le père Sylvestre consigné dans ses registres. Il apprit que le bois parlait aussi à Saint-Domingue, différemment qu'au fût à Jalon, bien sûr. Ici, les essences étaient autres. Le gaillac dur comme le fer, le courbaril au grain serré, le mapou géant aux racines aériennes, l'acajou rouge que les colons envoyaient en France pour en faire des meubles de salon. Mais le principe était le même. Le bois avait un sens, une direction, une mémoire. On pouvait le lire comme on lit un terrain, et on pouvait y écrire comme on écrit sur une page. Diallo commença par écrire pour lui-même, de petites encoches sur les pièces de bois qu'il travaillait. Des marques qui, pour l'œil non averti, ressemblaient à des défauts naturels du matériau, à des nœuds superficiels, à des traces laissées par le ciseau lors du façonnage. Il les faisait par habitude d'abord, comme un artisan marque ses pièces pour les identifier lors de l'assemblage. Puis il réalisa qu'il pouvait faire plus, qu'il pouvait faire de ces marques un langage. Cela prit du temps, des années. Car Diallo n'était pas un homme pressé, ou plutôt, il avait appris que la patience était la seule arme que l'esclavage ne pouvait pas confisquer. On pouvait enchaîner ses poignets, fouetter son dos, vendre ses enfants, changer son nom, verser de l'eau sur sa tête et déclarer son âme sauvée, mais on ne pouvait pas lui retirer la capacité d'attendre, d'observer, de se souvenir, de comprendre. Les premières années, il se contenta d'apprendre le territoire. Chaque déplacement vers une habitation voisine était une leçon de topographie. Il mémorisait les chemins, les bifurcations, les points d'eau. Il notait mentalement les habitudes des patrouilles de la maréchaussée. Le mardi et le vendredi sur le chemin de Jérémie, le jeudi sur celui des Irois, jamais le dimanche car les gendarmes, eux aussi, allaient à la messe. Il repérait les zones de forêt denses où la végétation était si épaisse qu'un homme pouvait s'y enfoncer à 10 pas du chemin et disparaître.
Il identifiait les communautés marronnes, car il y en avait. Dans les mornes du massif de la Hotte, là où les pentes devenaient si raides et la forêt si impénétrable que les patrouilles ne s'y aventuraient plus, des hommes et des femmes vivaient libres depuis des années, parfois des décennies. Des Marrons qui avaient fui les habitations du Sud et qui avaient reconstruit dans les hauteurs des villages invisibles. Ils cultivaient des jardins cachés dans des clairières, chassaient le cochon marron, les descendants des porcs européens retournaient à l'état sauvage et maintenaient entre eux une organisation sociale qui empruntait à la fois aux traditions africaines et aux nécessités de la clandestinité. Diallo les trouva, ou plutôt, ils le trouvèrent. La première rencontre eut lieu en 1765, 3 ans après son arrivée. Il travaillait seul à la réparation d'un séchoir à café dans une caféière isolée, à 2 heures de marche de l'habitation Kervégan, quand un homme sortit de la lisière de la forêt. Il était petit, musclé, vêtu d'un pantalon de toile rapiécé et d'une chemise si usée qu'on voyait la peau à travers le tissu. Il portait un coutelas à la ceinture et avait les pieds nus. Il regarda Diallo sans rien dire pendant un long moment. Puis il dit, en créole, « Tu es le charpentier de Kervégan. » Diallo ne nia pas. L'homme dit, « Je m'appelle Colas. Avant, j'étais sucrier chez Duplantier. J'ai marronné il y a 6 ans. » Il dit cela sans fierté ni crainte, comme un fait. Puis il regarda les mains de Diallo, les outils, le bois à moitié taillé, et il dit, « Nous avons besoin d'un charpentier, là-haut. Nos cases fuient quand il pleut. » Diallo ne monta pas ce jour-là. Il fallait du temps, il fallait de la confiance. Mais un pont avait été jeté. Un pont de mots. D'abord, des échanges brefs, furtifs, lors de ses passages dans les habitations proches de la lisière. Puis un pont de bois, car Diallo finit par monter, un samedi après-midi, son jour de repos officiel, où le code noir lui accordait théoriquement le droit de cultiver son jardin, et il monta dans le morne avec ses outils, et il répara les cases des Marrons de Colas. Il répara leurs toits, renforça leurs murs, tailla des gouttières dans des troncs de palmiers pour canaliser l'eau de pluie vers leurs jarres. Et pendant qu'il travaillait, il écoutait. Il apprenait les chemins de la montagne, les passages secrets, les signaux, un certain oiseau imité, un certain arrangement de pierres au bord d'un sentier par lesquels les Marrons communiquaient entre eux. C'est à ce moment-là, entre 1765 et 1768, que le plan commença à prendre forme. Non pas comme une décision soudaine, mais comme une croissance, la croissance lente d'un arbre dont les racines s'enfoncent si profondément dans le sol qu'on ne les voit pas depuis la surface. Diallo comprit qu'il possédait quelque chose qu'aucun Marron ne possédait, la liberté de mouvement. Et il comprit qu'il pouvait transformer cette liberté en un chemin pour les autres. Mais il ne bougea pas encore. Pas avant que quelque chose ne se brise en lui d'une manière si définitive qu'il n'y aurait plus de retour possible. Entre-temps, il avait trouvé l'amour. Ou plutôt, l'amour l'avait trouvé, comme il trouve toujours ceux qui ne le cherchent plus. Célestine était cuisinière à la Grand Case de Kervégan. Créole, née sur l'habitation même, elle n'avait jamais connu l'Afrique autrement que par les récits des bossals qui arrivaient parfois par le dernier navire. Elle avait 24 ans quand Diallo la vit pour la première fois dans la cuisine attenante à la Grand Case, un bâtiment séparé, car les colons, qui craignaient les incendies autant que les empoisonnements, ne voulaient pas de feu dans la maison principale. Elle était debout devant le foyer, en train de tourner une sauce dans une marmite de fonte, et la lumière du feu éclairait son visage par en dessous, creusant des ombres sous ses pommettes et dorant sa peau d'un éclat cuivré. Elle leva les yeux quand il entra. Il venait réparer une étagère qui s'était décrochée du mur, et leurs regards se croisèrent avec cette brièveté intense qui est la signature des rencontres qui comptent. Ils ne se parlèrent pas ce jour-là. Ni le lendemain, ni la semaine suivante. Les esclaves de la Grand Case et les esclaves des champs vivaient dans des mondes séparés, bien que séparés de seulement 200 pas. La distance entre les cases à nègre et la cuisine. Mais le charpentier, par la nature de son travail, circulait entre ces mondes.
Il réparait les meubles de la grand-case comme il réparait les charpentes de la sucrerie. Et chaque fois que l'étagère de la cuisine avait besoin d'un ajustement, chaque fois qu'un placard grinçait ou qu'une porte ne fermait plus tout à fait, Diallo trouvait une raison de passer. Les premiers mots furent utilitaires. L'étagère est trop haute, tu pourrais la baisser d'un empan. Le tiroir coince, il faudrait le raboter. Oui, je peux faire ça. Puis, les mots devinrent autre chose. Des échanges de regards qui duraient un battement de cœur de trop, un frôlement de doigts quand il lui rendait un outil qu'elle avait tenu pour lui. Le son de son rire, un rire bref, retenu, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende être heureuse. Célestine savait des choses que Diallo ne savait pas. Elle savait comment le maître prenait son café le matin, noir, sans sucre, ironie suprême pour un producteur de sucre. Elle savait les humeurs de la maîtresse, Madame de Kervégan, née Marguerite Leblanc, une femme pâle et perpétuellement malade, qui passait ses journées allongées sur une méridienne sous la galerie et qui traitait ses domestiques avec une irritabilité nerveuse qui pouvait, à tout moment et sans prévenir, basculer dans la violence. Une gifle, un coup de canne sur les doigts, une épingle de chapeau enfoncée dans le bras d'une servante, dont le repassage n'était pas assez lisse. Célestine savait aussi les conversations de la grand-case, car les maîtres parlaient devant leurs esclaves comme on parle devant les meubles sans se soucier d'être entendus, oubliant que les meubles, dans cette maison, avaient des oreilles et des mémoires. Leur union ne fut pas célébrée par le père Sylvestre. Les esclaves pouvaient théoriquement se marier selon le Code noir. L'article 11 stipulait que les maîtres ne pouvaient pas contraindre les esclaves au mariage, mais devaient le permettre. Et dans la pratique, le mariage entre esclaves était soit ignoré, soit instrumentalisé. Kervégan ne voyait pas d'inconvénient à ce que ses esclaves s'unissent. Les enfants qui naîtraient de ces unions seraient sa propriété, un accroissement naturel de son capital. Diallo et Célestine se choisirent donc dans le silence des cases, un soir d'août 1766, sans prêtre, sans registre, sans acte. Devant 3 témoins, une vieille femme arada qui prononça des paroles dans une langue que personne d'autre ne comprenait, un commandeur de nuit qui détourna les yeux, et la lune, qui passait derrière les nuages comme si elle aussi ne voulait pas qu'on la voie participer à un acte que la colonie ne reconnaissait pas. Petit Jean naquit en 1767, Rosalie en 1769. 2 enfants créoles, nés sur l'habitation, baptisés par le père Sylvestre, qui nota dans son registre, avec sa méticulosité habituelle, leur signalement « Jean, fils d'Étienne Charpentier et de Célestine Cuisinière, teint noir, sans marque particulière. Rosalie est fille des mêmes, teint noir, légèrement cuivré, tache de naissance en forme de croissant sur l'omoplate gauche. » Diallo aima ses enfants avec une intensité qui le terrifiait, car il savait, il avait vu encore et encore dans les registres muets de la mémoire collective des cases à nègres ce que Kervégan faisait avec l'amour. Il savait que l'amour, dans ce système, était une arme retournée contre celui qui aime. Chaque rire de Petit Jean, chaque fois que Rosalie tendait ses petits bras vers lui en criant « Papa », Diallo sentait 2 choses simultanées, le bonheur le plus pur qu'il ait connu depuis le fût à Jalon, et la peur la plus profonde qu'un être humain puisse éprouver. La peur de voir le bonheur arraché non pas par la nature, ni par le hasard, ni par les dieux, mais par la volonté délibérée d'un homme qui a le pouvoir légal de le faire. La veille de Noël 1771, Kervégan convoqua Diallo dans la grand-case. Diallo monta les 3 marches de la galerie, ces marches qu'il avait lui-même réparées 6 mois plus tôt, remplaçant une planche de courbaril fendue par une planche neuve qu'il avait poncée jusqu'à ce qu'elle soit lisse comme de la peau, et entra dans le bureau du maître. Kervégan était assis derrière son secrétaire en acajou, un meuble dont Diallo connaissait chaque jointure, car il en avait refait le pied gauche, après que les termites l'avaient attaqué. Le maître tenait une feuille de papier. Il ne leva pas les yeux quand Diallo entra. Il dit « Étienne, j'ai vendu ton fils. » Il dit cela comme on annonce le temps qu'il fait. Il dit
Je l'ai vendu à Monsieur Desrivières, à la caféière de la Grand'Anse. Il dit, c'est un bon prix vu l'âge du petit. Il dit, tu peux disposer. Diallo ne cria pas. Il ne tomba pas à genoux. Il ne supplia pas. Les récits des esclaves de Kervégan, tels qu'ils ont survécu dans la mémoire orale, recueillis un siècle plus tard, disent tous la même chose. Étienne le charpentier resta debout. Il resta debout, si immobile que Kervégan, pour la première fois peut-être depuis qu'il possédait cet homme, le regarda vraiment. Il le regarda et il vit quelque chose dans les yeux de Diallo qu'il ne sut pas nommer. Ce n'était pas de la haine, ce n'était pas de la résignation. C'était quelque chose entre les deux, quelque chose qui ressemblait à une porte qui se ferme. Non pas qui se claque, mais qui se ferme lentement, définitivement, avec le clic silencieux d'une serrure bien huilée. Kervégan détourna le regard. Il ne savait pas pourquoi ce regard le mettait mal à l'aise. Il mit cela sur le compte de la chaleur. Le lendemain, jour de Noël, le père Sylvestre célébra la messe. Les esclaves de l'habitation Kervégan assistèrent, alignés sur les bancs du fond de la chapelle, séparés des blancs par une cloison de bois que Diallo avait construite 3 ans plus tôt. Le père prêcha sur la nativité. Il parla de l'enfant Jésus dans la crèche, de la pauvreté qui est richesse aux yeux de Dieu, de l'humilité qui est la voie du salut. Il le fit avec une éloquence sincère qui fit pleurer Madame de Kervégan. Célestine était assise au dernier rang, les yeux secs, les mains posées à plat sur ses cuisses. La place à côté d'elle, où petit Jean s'asseyait d'habitude en balançant les pieds parce que ses jambes étaient trop courtes pour toucher le sol, était vide. Diallo, debout contre le mur du fond, il n'y avait pas assez de place sur les bancs, regardait cette place vide. Et dans le silence de son esprit, derrière la porte qui s'était fermée la veille, quelque chose commença à se construire. Pas un cri, pas un plan, pas encore. Quelque chose de plus fondamental, une certitude. La certitude que ce système de sucre et de fouet et de registres paroissiaux et de messes de Noël et de bonne gestion et de briques de chapelle posées par des mains enchaînées, ce système ne pouvait pas être combattu par la force, ni par la fuite, ni par la prière. Il ne pouvait être combattu que par la patience. La patience d'un homme qui sait tailler le bois grain par grain, qui sait que l'arbre le plus dur cède devant la lame la plus lente si la lame ne s'arrête jamais. Les 3 années qui suivirent furent les années du deuil silencieux et de la préparation invisible. Célestine pleurait la nuit, dans la case, le visage tourné vers le mur de Torchis, pour que Rosalie, qui dormait entre eux sur la natte de paille, n'entende pas. Diallo la tenait. Il la tenait, et il ne disait rien, car il n'y avait rien à dire qui ne soit un mensonge. Il ne pouvait pas dire « tout ira bien », il ne pouvait pas dire « on le reverra ». Il ne pouvait que la tenir, et dans ce geste, ses bras de charpentier autour des épaules de cette femme qui tremblait, il y avait toute la tendresse et toute l'impuissance du monde. Pendant le jour, il travaillait, il taillait ses pièces de charpente avec la même précision qu'avant. Mais désormais, dans chaque pièce, il glissait une encoche, un V irrégulier, légèrement incurvé vers la droite, si petit, si discret, si semblable à un défaut naturel du bois que personne ne le remarquait. Et chaque encoche portait un message. Le système des encoches avait 3 niveaux. Une encoche simple, en V ouvert, signifiait « le chemin est libre ». 2 encoches parallèles signifiaient « patrouille fréquente, attendre ». Une encoche en V fermée, presque un triangle sans base, signifiait « point de relais, eau, nourriture, contact marron ». Diallo plaçait ses encoches sur les pièces de bois qu'il livrait d'une habitation à l'autre, des poteaux de clôture, des traverses de toit, des montants de porte. Des pièces qui seraient vues par les esclaves des habitations voisines, mais jamais examinées de près par les maîtres ou les commandeurs. Car qui regarde un poteau de clôture? Qui s'arrête devant une traverse de toit pour en examiner la surface? Les esclaves, eux, regardaient, car Diallo leur avait appris à regarder. Pas tous. Il ne parlait pas à tout le monde.
Il choisissait avec une prudence qui relevait de l'instinct autant que du calcul. Il choisissait les silencieux, ceux qui ne se plaignaient jamais à voix haute, ceux dont la colère ne montait pas à la surface, mais se déposait au fond, couche après couche, comme le sédiment au fond d'une rivière. Il leur montrait l'encoche, il leur expliquait ce qu'elle signifiait, et il leur disait « Si tu veux partir, suis les marques, elles te mèneront à la montagne ». Voilà où en était Diallo à la fin de l'année 1774. Il avait 33 ans, il avait perdu un fils, il avait une femme qu'il aimait plus que sa propre vie et une fille de 5 ans dont le rire ressemblait à celui de sa mère. Bref, retenu, comme une joie qui a peur d'elle-même. Il avait un réseau d'encoches qui couvrait 6 habitations dans un rayon de 2 jours de marche. Il avait 3 contacts dans les communautés marronnes du massif de la Hotte, Colas, bien sûr, mais aussi une femme nommée Manon, ancienne herboriste de l'habitation Beaumont, et un homme appelé Jupiter, un colosse mandingue qui avait tué un commandeur à main nue et dont le nom seul faisait trembler les chasseurs de marrons. Et il avait un plan si lent, si patient, si invisible que personne ne le verrait fonctionner, pas même ceux qu'il sauverait. Mais il n'avait pas encore décidé de l'exécuter, pas vraiment. Il y avait encore en lui un fragment d'espoir, cet espoir absurde et tenace qui survit dans les poitrines les plus ravagées, comme une braise sous la cendre, l'espoir que peut-être Kervégan ne vendrait pas Rosalie, que peut-être il pourrait acheter son affranchissement, un jour, avec l'argent qu'il mettait de côté livre par livre, pièce par pièce, en vendant de petits objets de bois sculptés au marché du dimanche. Que peut-être le système aurait une faille qu'il pourrait traverser sans le briser. Cet espoir mourut un soir d'octobre 1774. Ce soir-là, Diallo revenait d'une livraison à l'habitation Duplantier, à 3 heures de marche vers l'est. Le soleil descendait derrière les mornes et la lumière avait cette qualité dorée, presque liquide, que les tropiques offrent à la fin du jour. Une beauté indifférente qui continue de briller sur les champs de Cannes comme elle brillerait sur un jardin d'Éden. Il marchait vite, car il voulait arriver avant la nuit. Il portait son sac d'outils sur l'épaule et le billet de Kervégan dans sa poche, plié en 4. Ce billet qui disait « Laissez passer Étienne, mon charpentier, qui se rend chez Monsieur Duplantier pour affaire de son maître. Signé Kervégan ». Ce papier était sa chaîne et sa liberté en même temps. Sans lui, il serait arrêté par la première patrouille comme marron. Avec lui, il était le charpentier le plus mobile du sud de Saint-Domingue. En approchant de l'habitation, il entendit quelque chose, un son qui venait de la grand-case et qui descendait vers les cases à nègre comme une pierre qui roule. La voix de Kervégan, pas la voix de tous les jours, la voix plate, administrative, celle qui comptait les barriques et les pièces d'Inde comme des unités interchangeables. Non, une voix satisfaite, la voix d'un homme qui vient de conclure une bonne affaire. Diallo s'arrêta au bord du chemin. Il était à 200 pas de la grand-case, caché par un bouquet de bananiers dont les feuilles larges comme des voiles pendaient dans l'air immobile du crépuscule. Il écouta, et il entendit Kervégan dire à son gérant, un petit blanc nommé Frémont, un homme sec et nerveux qui buvait trop de tafia et battait les esclaves avec l'enthousiasme de celui qui doit prouver, par la violence, ou qu'il n'est pas du même côté qu'eux. Il entendit Kervégan dire à Frémont que Desrivières, le propriétaire de la caféière de la Grand'Anse, avait offert un bon prix pour la petite Rosalie. Que la petite avait 5 ans, un bon âge pour commencer à apprendre le tri du café. Que la tache de naissance en forme de croissant sur l'omoplate gauche, une jolie marque, avait dit Desrivières, facile à identifier si elle marronne plus tard, ajoutée à la valeur descriptive de la pièce, que la vente serait conclue le mois prochain, et que cette fois, il ne préviendrait pas le père à l'avance. La dernière fois, avec le garçon, il avait prévenu, et le charpentier avait eu ce regard qui l'avait dérangé. Cette fois, il ferait les choses proprement. Un matin, la petite ne serait plus là. C'est tout. Diallo resta dans les bananiers jusqu'à ce que la nuit tombe.
Il resta immobile si longtemps que les moustiques formèrent un nuage autour de sa tête et que ses pieds s'enfoncèrent dans la boue molle sous les feuilles mortes. Il ne sentait rien. Ni les piqûres, ni la boue, ni la fraîcheur qui descendait des mornes avec l'obscurité. Il sentait seulement le bruit de la porte. Cette porte intérieure qui s'était entr'ouverte 3 ans plus tôt, le jour de la vente de Petit Jean, et qui venait de se fermer complètement. Le clic de la serrure, le silence total de l'autre côté. Il entra dans la case bien après le couvre-feu. Célestine dormait ou faisait semblant de dormir, car elle ne dormait jamais vraiment quand il n'était pas là. Rosalie était roulée en boule à côté d'elle, le pouce dans la bouche, les genoux remontés contre le ventre. Diallo s'allongea sur la natte sans faire de bruit. Il ne toucha pas Célestine, il ne toucha pas Rosalie. Il resta allongé sur le dos, les yeux ouverts dans le noir, et il écouta le souffle de sa fille. Ce souffle léger, régulier, confiant, le souffle d'un enfant qui ne sait pas que le monde est un endroit où l'on peut être vendu comme une barrique de sucre. Il écouta ce souffle pendant 3 nuits. 3 nuits sans dormir. 3 nuits pendant lesquelles il laissa le plan, ce plan qui avait grandi en lui pendant 10 ans, lentement, grain à grain, encoche après encoche, se déployer entièrement dans son esprit, avec toutes ses ramifications, tous ses risques, tous ses coups. Et au matin du 4e jour, quand Célestine le trouva assis sur le seuil de la case, son ciseau à bois à la main, en train de tailler une encoche, un V irrégulier, incurvé vers la droite, dans un morceau de bois de gaillac qu'il avait ramassé la veille, elle comprit. Elle ne lui demanda pas ce qu'il faisait. Elle ne lui demanda pas pourquoi. Elle posa la main sur son épaule et elle sentit sous sa paume que quelque chose avait changé dans le corps de cet homme. Quelque chose de dur comme le gaillac, de patient comme le grain du bois, de définitif comme une encoche qui ne peut pas être effacée une fois taillée. Diallo leva les yeux vers elle et il dit, dans ce français créole qui était devenu leur langue commune, cette langue née de la violence et réinventée par l'amour, il dit simplement « Yo pap van Rosalie ». Ils ne vendront pas Rosalie. Ce n'était pas une supplication, ce n'était pas un espoir, c'était un fait qui n'existait pas encore dans le monde visible, mais qui existait déjà, complet et irrévocable. Dans le plan de Diallo, ne commença pas par un acte spectaculaire. Il commença par un poteau de clôture, un poteau de bois de courbaril, long de 6 pieds, taillé en pointe à une extrémité pour être enfoncé dans le sol, et portant, à mi-hauteur, à l'endroit exact où un homme debout poserait naturellement la main pour enjamber une barrière, une encoche. Un V irrégulier, incurvé vers la droite, presque imperceptible, semblable à la marque qu'un nœud du bois aurait pu laisser en séchant. Diallo livra ce poteau à l'habitation Beaulieu, à 1h30 de marche vers le sud-est, un matin de novembre 1774. Le gérant de Beaulieu, un affranchi nommé Toussaint, mulâtre au teint clair que Kervégan méprisait pour sa couleur mais respectait pour sa compétence, signa le reçu de livraison et fit installer le poteau à l'entrée de l'enclos aux mules. Personne ne regarda l'encoche, personne ne la vit, sauf un homme, un nègre de houx nommé Augustin, qui travaillait dans l'atelier de grande culture de Beaulieu depuis 11 ans et qui, 3 mois plus tôt, lors d'une réparation de la toiture des cases à nègres, avait échangé avec Diallo 7 phrases. 7 phrases qui avaient suffi. Diallo avait le don de reconnaître ceux qui étaient prêts, non pas les enragés, non pas les désespérés qui parleraient de sous le fouet à la première capture, mais les silencieux, ceux qui avaient accumulé, couche après couche, une détermination aussi dense et aussi dure que le gaillac. Augustin était de ceux-là. Un homme de 35 ans, congolais d'origine, dont la femme avait été vendue à une habitation de la côte nord 4 ans auparavant et dont les 2 fils travaillaient aux chaudières de la sucrerie Beaulieu, où l'aîné avait déjà perdu 3 doigts broyés par les cylindres du moulin. Augustin ne parlait presque jamais. Quand il regardait le champ de canne qu'il sarclait du matin au soir, son visage était si fermé qu'on aurait dit un masque taillé dans du bois sombre. Mais ses yeux voyaient tout. Et quand Diallo lui avait montré l'encoche et lui avait expliqué ce qu'elle signifiait,
3 phrases murmurées, pas une de plus. Augustin avait hoché la tête une seule fois, et ce hochement contenait 14 années de réponse. L'encoche sur le poteau de Beaulieu indiquait un point de relais. Eau, nourriture, contact marron. Elle orientait vers le sud-ouest, vers le Morne, où la communauté de Colas avait aménagé un poste avancé, une simple fosse couverte de branchages, invisible à 10 pas, avec une jarre d'eau enterrée et quelques racines de manioc enveloppées dans des feuilles de bananier. Augustin trouva le poteau. Augustin lut l'encoche. Augustin attendit 6 semaines, car Diallo lui avait dit d'attendre la lune noire quand les nuits sont si obscures qu'on ne voit pas sa propre main. Et par une nuit de décembre 1774, il quitta sa case après le couvre-feu, enjamba la clôture exactement à l'endroit du poteau marqué et suivit le chemin que l'encoche indiquait. Il ne fut jamais recapturé. Le registre de l'habitation Beaulieu, conservé aux archives d'outre-mer, porte la mention laconique. Augustin, nègre Congo, parti marron la nuit du 17 au 18 décembre 1774. Nom repris à ce jour. Il n'y eut pas de ce jour. Augustin vécut dans les mornes de la Hotte pendant 23 ans jusqu'à la fin de la guerre de libération et mourut libre, vieux et fatigué, dans un village de montagne que les cartes françaises n'avaient jamais répertorié. Ce fut le premier des 247. Diallo comprit immédiatement que le succès de cette première extraction validait le principe, mais imposait des contraintes absolues. La première contrainte était la lenteur. Si 4 ou 5 esclaves disparaissaient de la même habitation en un mois, les maîtres convoqueraient de la maréchaussée. Les patrouilles seraient renforcées, les chemins surveillés, et le système des encoches, sa fragilité résidait dans son invisibilité, serait peut-être découvert. Il fallait donc espacer les départs. Jamais plus de 3 ou 4 personnes à la fois. Jamais de la même habitation 2 fois de suite. Jamais au même moment de l'année. La discipline de l'irrégularité. Voilà ce que Diallo s'imposa et imposa à ses relais. La deuxième contrainte était le silence. Diallo ne pouvait pas être identifié comme l'organisateur. S'il était découvert, tout s'effondrerait. Non pas parce qu'il parlerait sous la torture, car il était prêt à mourir sans parler, mais parce que sa mobilité disparaîtrait. Kervégan le vendrait, ou pire, le mettrait au fer, et le réseau perdrait son seul élément mobile. Diallo inventa donc un système de communication qui le rendait invisible, même à ceux qu'il sauvait. Les candidats au marronnage ne le connaissaient pas pour la plupart. Ils ne connaissaient que les encoches. Ils ne savaient pas qui les avait taillés. Ils ne savaient pas qui avait planifié le chemin qu'ils empruntaient. Ils savaient seulement qu'il existait, dans le bois des poteaux, des traverses et des montants de porte. Un langage qu'on leur avait appris à lire, et que ce langage les menait vers la montagne. Certains pourtant savaient. Un petit nombre. Le cercle intérieur, Colas, dans les mornes, qui recevait les arrivants et les intégrait dans sa communauté. Manon, l'ancienne herboriste qui avait établi un 2e camp à 3 heures de marche de celui de Colas, plus haut dans la montagne, dans un cirque naturel entouré de parois rocheuses, où elle cultivait un jardin médicinal et où elle soignait les marrons blessés ou malades avec des remèdes que les médecins de la colonie auraient été incapables de préparer. Jupiter, le colosse mandingue, qui assurait la sécurité des camps et qui, avec ses hommes, surveillait les chemins d'accès et faisait disparaître les traces des nouveaux arrivants. Et Célestine qui, depuis la cuisine de la Grand-Case, écoutait les conversations de Kervégan et de ses visiteurs et transmettait à Diallo des informations que nul espion n'aurait pu obtenir. Les dates des ventes prévues, les noms des propriétaires qui cherchaient des esclaves, les rumeurs de patrouilles renforcées, les déplacements du gérant, les humeurs du maître. Célestine était le rouage le plus dangereux du système, car elle opérait à l'intérieur même de la Grand-Case, sous les yeux de Kervégan et de sa femme. Chaque information qu'elle transmettait était un risque mortel. Si Madame de Kervégan,
avec sa suspicion nerveuse de femme malade qui cherche dans l'hostilité du monde une explication à son malheur, la surprenait à écouter une conversation qu'elle n'aurait pas dû entendre. Les conséquences seraient immédiates et irréparables. Mais Célestine avait un avantage que Diallo n'avait pas, l'invisibilité sociale. Les maîtres ne la voyaient pas. Ils voyaient une cuisinière, un corps qui préparait la nourriture, un meuble utile de la cuisine. Ils ne voyaient pas l'intelligence derrière les yeux baissés, la mémoire derrière le silence, la rage derrière la docilité. C'est Célestine qui, un soir de février 1775, rapporta à Diallo la conversation qui allait accélérer tout. Kervégan avait reçu à dîner le père Sylvestre et un commandant de la maréchaussée nommé Delafosse. Pendant le repas, un repas que Célestine avait préparé, poule au pot, igname, sauce de piment et un flan au coco que madame de Kervégan avait à peine touché, Delafosse avait mentionné une inquiétude croissante. Le nombre de marrons dans le quartier de Jérémie avait augmenté de façon notable depuis 1 an. Rien de dramatique, avait-il dit, en découpant son poulet avec la nonchalance d'un homme habitué à traquer des êtres humains comme d'autres traquent le gibier. Mais suffisant pour que le gouverneur de la partie sud envisage d'envoyer une expédition dans les Mornes. Le père Sylvestre avait offert ses fiches descriptives, comme toujours. Kervégan avait demandé combien coûterait la participation à l'expédition. Car dans le système colonial, les propriétaires devaient contribuer financièrement aux opérations de recapture, une dépense qu'ils considéraient comme un impôt injuste sur la mauvaise foi des nègres. Diallo reçut cette information dans la nuit, allongé à côté de Célestine. Leur voix si basse que même Rosalie, endormie entre eux, n'aurait pu les entendre. Et il prit une décision qui révèle la profondeur stratégique de cet homme que les registres coloniaux réduisaient à une ligne. Étienne, charpentier, nègre de Guinée. Il décida de ralentir, pas d'arrêter, mais de ralentir au point de devenir invisible. Pendant les 6 mois suivants, il ne facilita aucun départ, aucune encoche nouvelle, aucun contact avec les communautés marronnes. Il se contenta de travailler, de livrer ses pièces de charpente, de réparer les moulins et les toitures, avec la compétence silencieuse qui faisait de lui un bien précieux pour Kervégan. Il attendit que l'inquiétude de Delafosse retombe, que les patrouilles reprennent leur rythme habituel, que l'expédition dans les Mornes soit repoussée, comme elle le fut, faute de financement, les propriétaires ayant rechigné à payer. Puis à l'automne 1775, il reprit, mais avec une sophistication nouvelle. Il ajouta un 4e type d'encoche à son vocabulaire de bois, un V suivi d'un trait horizontal qui signifiait « danger imminent ». Patrouille signalée dans ce secteur, reportait le départ. Et il développa un système de vérification. Avant chaque départ, un relais humain, un esclave d'une habitation intermédiaire, choisi avec le même soin minutieux que les premiers, parcourait le chemin prévu et vérifiait que les encoches n'avaient pas été déplacées ou que le chemin n'avait pas été coupé par une embuscade. Ce relais ne savait pas qui il servait. Il savait seulement qu'une encoche en V fermée signifiait qu'il devait laisser sous une certaine pierre un objet convenu, une plume de perroquet pour chemin libre, un caillou rouge pour danger. Et quand Diallo, lors de son passage suivant, vérifiait sous la pierre, il savait. Le génie de ce système résidait dans sa décentralisation. Diallo en était l'architecte, mais pas le centre opérationnel. Chaque segment du réseau fonctionnait de manière autonome. Le relais de l'habitation Beaulieu ne connaissait pas celui de l'habitation Duplantier. Les marrons de Colas ne savaient pas que Manon accueillait aussi des fugitifs dans un camp séparé. Jupiter protégeait les 2 camps sans révéler l'existence de l'un à l'autre. Si un maillon était capturé et parlait sous la torture, il ne pourrait trahir que le segment qu'il connaissait. Le reste survivrait. Et les départs continuèrent. 3 en octobre 1775, 2 en janvier 1776, 4 en avril,
Un record que Diallo ne répéterait pas avant longtemps, car 4 disparitions en un mois faillirent déclencher une nouvelle alerte. Puis 2 en juillet, 1 en septembre, 3 en décembre. Le rythme était celui d'une respiration lente et profonde. Inspire, expire, silence, inspire encore. Jamais prévisible, jamais détectable. Les années passèrent avec cette lenteur particulière des existences où chaque jour ressemble au précédent en surface, mais où en profondeur quelque chose d'irréversible se construit. Diallo vieillissait. Ses tempes grisonnaient. Ses mains, toujours aussi précises sur le bois, portèrent des cals si épais qu'elles semblaient de faites d'écorce. Rosalie grandissait. Elle avait 6 ans, puis 7, puis 8, et Kervégan, par un hasard ou un oubli ou un calcul que Diallo ne comprenait pas, n'avait pas donné suite à la vente annoncée. Peut-être Desrivières avait-il trouvé une autre enfant. Peut-être Kervégan gardait-il Rosalie en réserve, comme une menace potentielle qu'il pourrait activer au moment opportun. Diallo ne savait pas, et cette incertitude était un tourment permanent, une épine plantée dans chaque heure de chaque jour. Il continua néanmoins. Car le plan avait acquis sa propre inertie. Il ne dépendait plus seulement de la volonté de Diallo, il avait des racines, des ramifications, une vie propre. Des gens comptaient sur les encoches. Des gens risquaient leur vie en suivant les marques dans le bois, et dans les mornes, les communautés grandissaient. Colas avait accueilli tant de monde que son camp avait dû se scinder en 2, puis en 3. Manon avait formé des apprentis herboristes parmi les nouvelles arrivantes. Jupiter avait organisé une milice de défense. Un système social émergeait dans les hauteurs du massif de la Hotte. Pas un paradis, pas une utopie, mais un espace de liberté fragile, constamment menacé, où des hommes et des femmes qui avaient été considérés comme des biens meubles réapprenaient à être des êtres humains. Diallo ne voyait pas tout cela. Il n'allait dans les mornes que rarement, les samedis après-midi, toujours sous le prétexte de couper du bois pour ses travaux, un prétexte que Kervégan n'avait aucune raison de contester, puisque le charpentier avait effectivement besoin de bois et que les mornes en regorgeaient. Mais il savait que cela existait. Il savait par les messages codés que Colas laissait sous certaines pierres le long du chemin que le village grandissait, que des enfants y naissaient libres, que des jardins y poussaient, que des gens y riaient sans avoir peur qu'on les entende rire. Et cette connaissance était à la fois sa joie la plus pure et sa douleur la plus aiguë, car ces gens étaient libres, et lui ne l'était pas, et il ne le serait jamais, car il avait compris, depuis longtemps, depuis le début peut-être, depuis ce premier poteau de clôture livré à Beaulieu, qu'il ne pouvait pas partir, que sa liberté à lui, c'était la servitude, que le jour où Diallo fuirait, le réseau mourrait. Le paradoxe était vertigineux. L'homme qui libérait les autres ne pouvait pas se libérer lui-même. Le charpentier qui taillait des chemins de liberté dans le bois restait enchaîné à l'habitation Kervégan par les mêmes chaînes qu'il contribuait à briser pour les autres. Et cette chaîne n'était pas de fer, elle était de bois. Le bois de ses outils, le bois de ses encoches, le bois de ses livraisons qui le menaient d'habitation en habitation, et qui était, en même temps, sa prison et son instrument de libération. Célestine le savait. Elle ne l'avait pas dit avec des mots, car il y a des choses qu'on ne dit pas parce que les dire les rendrait insupportables. Mais elle le savait. Et certaines nuits, quand Rosalie dormait et que le silence de la case n'était troublé que par le chant des grillons et le souffle lointain de la mer, Célestine se tournait vers Diallo et le regardait avec des yeux qui disaient tout. L'amour, la fierté, la terreur et la gratitude mêlées en un regard que seule une femme qui aime un homme en train de se sacrifier peut produire. Les années 1776 à 1782 furent les années de la grande extraction. Diallo affina son système, jusqu'à en faire un mécanisme d'une précision qui relevait de l'art autant que de la stratégie. Il avait cartographié 6 corridors de fuite, 6 itinéraires distincts menant des habitations de la plaine vers les communautés marronnes des Mornes, chacun adapté à des conditions différentes, saison des pluies ou saison sèche, lune noire ou lune montante,
présence ou absence de patrouille sur tel ou tel segment. Chaque corridor comprenait entre 3 et 5 points de relais, signalés par des encoches sur des pièces de bois que Diallo avait livrées ou réparées au fil de ses déplacements professionnels. Chaque point de relais était approvisionné par un contact local, un esclave d'une habitation voisine ou un marron du cercle de Kola, qui y déposait de l'eau, de la nourriture et parfois un outil. Un coutelas, une calebasse, un silex pour le feu. La beauté terrible de ce système, c'est que Kervégan lui-même le finançait. Chaque déplacement de Diallo, chaque livraison de charpente, chaque réparation de moulin ou de toiture commandée par un propriétaire voisin était, à l'insu de tous, un acte de cartographie clandestine. Kervégan signait les billets de circulation. Kervégan encaissait le loyer du travail de son charpentier. Et chaque livre colonial que Diallo rapportait dans la poche de Kervégan était le prix d'une encoche de plus dans le réseau, d'un segment de chemin de plus vers la liberté. Le maître finançait l'évasion de ses propres esclaves sans le savoir, avec la même rationalité comptable qu'il appliquait à la vente des enfants. Pendant cette période, 131 personnes empruntèrent les corridors de Diallo. 131 personnes qui quittèrent les champs de canne, les chaudières brûlantes, les cases sombres et les matins de fouet pour gagner les mornes. Pas toutes de l'habitation Kervégan. La plupart venaient des propriétés voisines, celles où Diallo livrait son travail et où il avait établi des contacts. C'était d'ailleurs une précaution supplémentaire. En ne facilitant que rarement les départs depuis Kervégan même, Diallo évitait d'attirer l'attention sur sa propre habitation. Quand un esclave marronnait chez Duplantier ou chez Beaulieu, personne ne pensait au charpentier qui était passé 3 semaines plus tôt pour réparer une porte. Pourquoi l'aurait-on fait? Un charpentier livre du bois. Il ne livre pas la liberté. Pas tous arrivèrent. Le marronnage n'était pas un voyage organisé avec des garanties. C'était une fuite dans la nuit, à travers une terre hostile, avec la maréchaussée, les chasseurs de marrons et les chiens lancés aux trousses. Certains furent repris. Diallo ne sut jamais exactement combien, car le système de décentralisation qui protégeait le réseau lui interdisait aussi de connaître le sort de chaque individu. Mais il sut, par les messages de Colas, par les rumeurs qui circulaient dans les cases à nègres, que la plupart arrivaient, que le réseau fonctionnait, que les encoches guidaient les pas dans le noir. Et il sut aussi que certains furent repris, ramenés à leurs habitations, attachés aux poteaux de justice et fouettés devant les esclaves assemblés. Certains furent marqués au fer rouge, un M sur l'épaule pour marron, comme le stipulait le code noir. Certains eurent le jarret coupé, la punition prévue par la loi pour les récidivistes. Une loi que Diallo avait entendu le père Sylvestre citer un dimanche en chaire comme preuve de la clémence du système. Voyez, la loi prévoit des peines, et les peines supposent des droits, et les droits supposent une humanité reconnue. Chaque recapture était un deuil pour Diallo. Chaque cicatrice infligée à un marron repris était une marque sur son propre corps invisible. Et chaque nuit qui suivait une recapture, il se posait la question, la seule question qui comptait, la question qui le maintenait éveillé dans le noir, le visage tourné vers le plafond de paille, les yeux ouverts sur rien. Est-ce que je continue? Il continuait. En 1783, le père Sylvestre eut une crise de conscience. Pas une grande crise, pas le genre de bouleversement intérieur qui aurait pu le conduire à remettre en question l'ensemble du système. Non, une petite crise. Une fissure dans l'édifice théologique qu'il avait construit avec tant de soin. Cela se produisit un dimanche, après la messe, quand une femme, une esclave de l'habitation Duplantier nommée Marie-Rose, vint le trouver dans la sacristie, et lui dit, avec un calme qui le troubla plus que n'importe quelle larme, que son fils avait été recapturé la semaine précédente, et que le chasseur qui l'avait identifié avait utilisé la fiche descriptive du père Sylvestre. Elle dit « Vous avez écrit qu'il avait 3 scarifications sur la joue gauche. » Le chasseur a dit « C'est le nègre du curé, et il l'a ramené, et on lui a coupé le jarret. Et maintenant il ne marchera plus jamais. » Et elle dit, avec ce même calme de pierre, « Mon père,
Est-ce que Dieu voulait ça? Le père Sylvestre ne répondit pas immédiatement. Il resta assis sur le banc de la sacristie, les mains jointes sur ses genoux, et il regarda Marie-Rose avec des yeux dans lesquels Diallo, s'il avait été présent, aurait reconnu quelque chose de familier. La porte. Cette porte intérieure qui s'ouvre ou se ferme. Chez Diallo, elle s'était fermée. Chez le père Sylvestre, elle s'entr'ouvrit. À peine, un ray de lumière dans l'obscurité théologique, puis se referma. Car le père Sylvestre fit ce que font les hommes intelligents quand la réalité contredit leur système. Il ajusta le système. Il se dit que la faute n'était pas dans ses fiches, mais dans l'usage qu'on en faisait, que si la maréchaussée utilisait des informations pastorales à des fins punitives, c'était la maréchaussée qui péchait, pas le pasteur. Il se dit cela, et il le crut, car il avait besoin de le croire. Car s'il ne le croyait pas, tout ce qu'il avait fait pendant 25 ans de sacerdoce colonial, les baptêmes, les messes, les fiches, les bénédictions prononcées sur des têtes qui allaient être fouettées le lendemain, tout cela deviendrait non pas un service de Dieu, mais une participation au mal. Et un homme ne peut pas vivre avec cette révélation-là. Pas un homme comme le père Sylvestre, dont la foi était le squelette même de son être. Il continua donc à fournir ses fiches, mais à partir de ce jour, il les fournit avec un léger tremblement de la main que lui seul pouvait sentir. Diallo sut l'incident par Célestine, qu'il avait appris d'une domestique de Duplantier venue livrer des épices à la Grand-Case. Et il nota, dans le grand registre silencieux de sa mémoire stratégique, un fait précieux. Le père Sylvestre avait vacillé. Il n'avait pas basculé, mais il avait vacillé. Et un homme qui vacille une fois peut vaciller encore. Et un homme qui vacille au bon moment peut laisser tomber quelque chose d'important. Diallo n'utilisa pas cette information immédiatement. Il la garda comme on garde un outil dont on n'a pas encore besoin, rangé, entretenu, prêt. La crise arriva en 1785. Pas une crise du réseau. Le réseau fonctionnait mieux que jamais, avec la régularité d'un mécanisme bien huilé. Une crise personnelle. Kervégan, dont les finances déclinaient depuis plusieurs années, la concurrence du sucre de betterave européen commençait à affecter les prix et la dette contractée pour acheter de nouveaux esclaves, après les départs inexpliqués grevait sa trésorerie, Kervégan décida de réduire ses coûts. Et la première mesure de réduction fut la vente de ceux qu'il considérait comme des bouches inutiles, les vieux, les malades et les enfants trop jeunes pour travailler de manière productive. Rosalie avait 16 ans. Elle n'était plus une enfant, et elle n'était plus une bouche inutile. Elle travaillait à la cuisine avec sa mère, aidant Célestine à préparer les repas de la Grand-Case et ceux des domestiques. Mais Kervégan la regardait d'un autre œil désormais. Rosalie avait hérité de la beauté de sa mère, les mêmes pommettes hautes, les mêmes yeux en amande, la même peau cuivrée qui luisait dans la lumière du foyer comme du bois poli. Et Kervégan, qui n'avait pas été un violeur systématique jusqu'ici, commença à la regarder avec ce regard que Célestine connaissait trop bien. Ce regard que les maîtresses blanches connaissaient aussi et qu'elles punissaient, non pas en corrigeant le mari, mais en punissant l'esclave qui avait le tort d'être regardé. Célestine vit ce regard, et une nuit, dans la case, elle dit à Diallo 3 mots, « Liap gadé elle ». Il la regarde. Ce furent les mots les plus terribles que Diallo eût entendus depuis l'annonce de la vente de Petit Jean 14 ans plus tôt. Et cette fois, il n'y eut pas 3 nuits de silence. Il n'y eut pas de porte qui se ferme. La porte était fermée depuis longtemps. Ce qui se produisit fut plus simple et plus terrible, une décision immédiate, sans hésitation, sans débat intérieur, aussi net qu'un coup de ciseau dans du bois tendre. Rosalie partirait. Célestine partirait avec elle. Elle prendrait le corridor numéro 3, celui qui passait par le gué de la rivière froide, longeait la crête du morne Macaya et rejoignait le camp de Manon en 6 heures de marche nocturne. Elle partirait à la prochaine lune noire dans 11 jours, et Diallo resterait. Cette décision, il ne l'annonça pas à Célestine comme un plan. Il l'annonça comme un fait. Comme il avait annoncé 11 ans plus tôt que Rosalie ne serait pas vendue.
Mais cette fois, il y avait une différence. Cette fois, Célestine comprit tout ce que la décision impliquait, non seulement pour Rosalie, non seulement pour elle-même, mais pour lui. Elle comprit qu'il ne viendrait pas. Elle comprit pourquoi. Et elle comprit que discuter ne servirait à rien, car l'homme qui était allongé à côté d'elle dans le noir avait fait ce calcul-là depuis des années, peut-être depuis le premier jour, peut-être depuis la première encoche, et que le résultat de ce calcul était inscrit dans le grain même de son être, comme le sens du bois est inscrit dans la fibre de l'arbre. Elle ne pleura pas cette nuit-là. Elle posa la main sur la poitrine de Diallo et sentit son cœur battre sous ses doigts. Un battement lent, régulier, obstiné, le cœur d'un homme qui a décidé de continuer à vivre pour que d'autres puissent vivre libres. Elle dit « Mwen konnen, je sais ». Et il dit « Dis Rosalie que son papa te rennement elle. Dis à Rosalie que son père l'aimait. Il utilisa le passé, te renmen, comme si l'amour était déjà un souvenir, comme si le moment même qu'il vivait était déjà de l'autre côté d'une frontière qu'il ne retraverserait pas. Les 11 jours qui suivirent furent les plus longs et les plus courts de la vie de Diallo. Chaque geste quotidien, tailler une pièce de bois, manger une galette de manioc, passer devant la grand-case en portant une poutre sur l'épaule, était à la fois ordinaire et chargé d'une intensité insoutenable comme une couleur qui deviendrait si vive qu'elle blesserait les yeux. Il regardait Rosalie et il la voyait à tous les âges en même temps. Le nourrisson qui agrippait son doigt avec une force disproportionnée, la petite fille au rire retenu, l'adolescente silencieuse qui ressemblait tant à sa mère qu'il avait parfois l'impression de voir deux femmes superposées dans la même silhouette. Le 7e jour, il alla dans les mornes, pas pour porter un message à Colas, pour voir un arbre. Un mapou centenaire qu'il connaissait depuis des années, dont les racines aériennes formaient une voûte assez large pour abriter 10 personnes et dont le tronc portait, gravé par sa propre main à des moments divers, 7 encoches, 7 V irréguliers qui constituaient à eux seuls la chronique silencieuse de 14 ans de résistance. Diallo posa la main sur le tronc. L'écorce était rugueuse, tiède, vivante sous sa paume. Il sentit les encoches sous ses doigts comme un aveugle sent le braille. Chaque creux était un souvenir, un nom, un visage, un départ dans la nuit. Il resta là un moment, la main sur l'arbre, le front contre l'écorce, et il fit la seule chose qu'il se permettait rarement. Il pensa au fût à jalons, à la cour de la concession, au mortier dans lequel sa mère pilait le mil, au rythme du pilon, au rire de son père quand il lui montrait comment lire le terrain, à Kadiatou, sa première épouse, dont il ne connaîtrait jamais le sort, au fleuve Gambie, dont le bruit, dans son souvenir, ressemblait au souffle de la mer qu'il entendait parfois les nuits de grand vent depuis les cases à nègres de Kervégan. Puis il tailla une 8e encoche dans le mapou, un V irrégulier, incurvé vers la droite, le même signe que les 246 précédents. Mais celui-ci ne désignait pas un chemin, il désignait un nom. Célestine. Il prononça le nom à voix basse, en peul, car dans sa langue, dire le nom d'une personne aimée à voix haute est un acte sacré, un lien entre celui qui nomme et celle qui est nommée que ni le temps ni la distance ne peuvent rompre. Puis il redescendit vers l'habitation, et il ne retourna plus jamais à ce mapou. La nuit du départ arriva, lune noire d'août 1785, une nuit si obscure que Diallo, debout sur le seuil de la case, ne voyait pas le chemin à 3 pas devant lui. L'air était lourd, saturé d'humidité, et les grillons chantaient avec cette intensité assourdissante qui précède parfois les orages tropicaux. Célestine avait préparé un petit baluchon, un pagne de rechange, des galettes de manioc enveloppées dans une feuille de bananier, une gourde d'eau, le couteau de cuisine qu'elle cachait depuis des semaines sous la natte. Rosalie, à qui Célestine avait tout expliqué la veille, tout, sauf la raison pour laquelle son père ne venait pas.
Il portait le baluchon sur son dos et serrait dans sa main droite une petite cuillère de bois que Diallo avait sculptée pour elle quand elle avait 3 ans. Une cuillère ridicule, trop petite pour manger, trop belle pour servir, avec un manche en forme de fleur d'hibiscus. Rosalie ne s'en était jamais séparée. Diallo les accompagna jusqu'au gué de la rivière froide. 400 pas de marche dans le noir, guidé par le bruit de l'eau et par la mémoire du terrain que Diallo portait en lui, comme une carte gravée dans les eaux. Au gué, un homme attendait, un relais du réseau, un esclave de l'habitation voisine que Diallo avait recruté 2 ans plus tôt et qui connaissait le chemin de nuit jusqu'à la crête du morne Macaya. Ce relais ne connaissait pas Diallo. Il savait seulement qu'il devait conduire 2 femmes jusqu'au point suivant, où un autre relais prendrait la suite. Au bord de l'eau, Diallo s'arrêta. Il prit Rosalie dans ses bras, pour la dernière fois, et il le savait, et elle ne le savait pas encore, et il la serra contre sa poitrine avec la force calibrée d'un charpentier qui sait exactement combien de pression un matériau peut supporter avant de se briser. Elle murmura « Papa, pourquoi tu ne viens pas ?» Et il répondit, dans ce créole qui était la langue de leur amour, une phrase qu'il avait préparée pendant 11 jours et qui était, dans sa simplicité, la chose la plus vraie qu'il eût jamais dite. « Parce que gen moun ki bezwen mwen ici. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de moi ici. » Rosalie ne comprit pas cette nuit-là. Elle comprendrait plus tard, dans les mornes, quand Manon lui expliquerait, quand les autres marrons, ceux qui avaient suivi les encoches, lui diraient qui était son père et ce qu'il avait fait. Quand le nom de Diallo, un nom que les registres ne connaissaient pas, deviendrait, dans les communautés marronnes du massif de la Hotte, un mot qui signifiait à la fois passeur et sacrifice. Puis Diallo prit Célestine, il la prit par les épaules, et il la regarda, et dans le noir si profond qu'il ne pouvait pas voir son visage, il sentit ses larmes sur ses propres joues, car elle avait posé son front contre le sien, et leurs visages étaient si proches que les larmes de l'une tombaient sur la peau de l'autre. Elle dit « Mwen pas jam blié de bio. Je ne t'oublierai jamais. » Il dit « Al, va », le mot le plus court et le plus terrible de toutes les langues du monde. Elle traversa le gué. Il entendit le bruit de l'eau autour de ses chevilles, un clapotis léger, rapide, le son de quelqu'un qui ne se retourne pas. Puis le bruit s'éloigna, se mêla au murmure du courant et disparut. Et Diallo resta seul sur la rive, les pieds dans la boue tiède, les mains vides, écoutant le silence que laisse derrière elle une femme qui s'éloigne dans la nuit. Il resta là longtemps, assez longtemps pour que l'orage, qui menaçait depuis le crépuscule, éclate enfin. La pluie tomba d'un coup, sans prévenir, comme un rideau d'eau qui se déchire. Des trombes chaudes et violentes qui aplatirent les herbes, gonflèrent la rivière et effacèrent, en quelques minutes, toutes les traces de pas sur les 2 rives du gué. Diallo ne bougea pas. Il laissa la pluie le frapper, l'aveugler, le noyer de boue. Et quand elle cessa, aussi brusquement qu'elle avait commencé, il regarda la rive opposée. Elle était vierge, lisse comme si personne n'y avait jamais marché. La terre avait avalé les traces comme l'océan avait avalé le corps de Samba 23 ans plus tôt, sans bruit. Il rentra à la case avant l'aube. Il se coucha sur la natte, une natte désormais trop grande pour un seul corps. Et il ferma les yeux. Il ne dormit pas, mais il posa les mains à plat sur le sol de terre battue, et il sentit sous ses paumes le grain de la terre. Un grain qu'il connaissait aussi bien que celui du bois, un grain qui disait « Tu es encore là, tu es encore en train de construire ». Le lendemain matin, quand la disparition de Célestine et de Rosalie fut constatée, Kervégan entra dans une colère froide. Pas une colère spectaculaire, il n'était pas homme à hurler. Une colère comptable. Il calcula la perte, une cuisinière formée pendant 20 ans, valeur estimée à 2000 livres, et une adolescente de 16 ans, valeur estimée à 1500 livres. 3500 livres volatilisés dans la nuit. Il convoqua Diallo. Il le regarda avec cette attention qu'il ne lui accordait que rarement, l'attention d'un propriétaire qui inspecte un bien suspect.
Il chercha sur le visage du charpentier un signe, un tremblement, un regard fuyant, une trace de complicité. Il ne trouva rien. Le visage de Diallo était aussi fermé, aussi lisse et aussi dur que le gaillac. Kervégan demanda « Tu savais ?» Diallo répondit « Non, maître ». Et Kervégan, qui n'avait aucune raison de ne pas le croire, un charpentier ne fuit pas, un charpentier est trop précieux, un charpentier a trop à perdre, le renvoya. Ce soir-là, Kervégan envoya un message au père Sylvestre pour demander les fiches descriptives de Célestine et de Rosalie. Le père Sylvestre ouvrit son registre, retrouva les entrées correspondantes et commença à recopier les signalements. Célestine, cuisinière, créole, teint noir cuivré, taille 5 pieds 2 pouces, sans marque tribale, cicatrice de brûlure au poignet droit. Rosalie, fille de la précédente, teint noir cuivré, taille 5 pieds, tache de naissance en forme de croissant sur l'omoplate gauche. Il écrivit tout cela de sa belle écriture appliquée. Puis il posa la plume. Il regarda la fiche et il eut, pour la 2e fois en 25 ans, ce vacillement, ce tremblement infime de l'édifice intérieur, car il se souvint de Marie-Rose 4 ans plus tôt et de la question qu'elle avait posée. « Mon père, est-ce que Dieu voulait ça ?» Et il regarda les mots qu'il venait d'écrire, tache de naissance en forme de croissant sur l'omoplate gauche, et il pensa, si un chasseur attrape cette fille grâce à cette marque, et si on la ramène, et si Kervégan fait ce que Kervégan fait aux esclaves qui fuient, est-ce que Dieu voudra ça? Le père Sylvestre ne détruisit pas la fiche. Il ne pouvait pas aller jusque-là. Mais il fit une chose, une seule petite chose, un geste si discret qu'il ne le reconnut pas lui-même comme un acte de résistance. Il oublia de mentionner la tache de naissance. Il envoya la fiche à Kervégan avec le signalement de Célestine complet et celui de Rosalie amputé de son signe distinctif le plus reconnaissable. Un oubli. Un simple oubli d'un vieux prêtre fatigué par la chaleur. Si quelqu'un le lui avait fait remarquer, il aurait rougi et corrigé l'erreur. Mais personne ne le lui fit remarquer. Et la fiche de Rosalie, sans la tache de naissance en forme de croissant, ne permit jamais aux chasseurs de l'identifier. Ce fut la contribution du père Sylvestre, involontaire peut-être, ou semi-consciente, ou pleinement délibérée et niée aussitôt. Diallo ne le sut jamais, mais Rosalie ne fut jamais reprise. Les dernières années du réseau, de 1785 à 1788, furent marquées par une accélération que Diallo n'avait pas prévue et qu'il ne put pas totalement contrôler. La Révolution française approchait, et bien que ces ondes de choc ne fussent pas encore perceptibles dans les mornes de Saint-Domingue, une agitation sourde parcourait les habitations. Les esclaves sentaient quelque chose, non pas dans les nouvelles de France, qu'ils ne recevaient pas, mais dans le comportement de leur maître. Les grands blancs étaient nerveux. Ils parlaient, à table, devant leurs domestiques meubles, de troubles en métropole, de pamphlétaires dangereux, d'un certain Brissot qui défendait les droits des gens de couleur. Et cette nervosité des maîtres, les esclaves la lisaient comme Diallo lisait le bois, en suivant le grain. Si le maître a peur, c'est que quelque chose est possible. Si quelque chose est possible, c'est que le système n'est pas éternel. Et si le système n'est pas éternel, alors fuir n'est pas seulement un acte de désespoir, c'est un acte de confiance dans l'avenir. Les demandes de départ se multiplièrent. Diallo dut refuser certaines des gens trop impulsifs, trop visibles, dont la fuite aurait déclenché des représailles immédiates. Mais il en accepta d'autres, et le rythme s'accéléra. 5 en mars 1786, 4 en mai, 6 en septembre. 68 personnes cette année-là. Un record. Kervégan commença à soupçonner quelque chose. Non pas un réseau, l'idée même qu'un esclave pût concevoir et opérer un système d'évasion de cette complexité ne lui traversait pas l'esprit, car il n'attribuait pas aux nègres la capacité de penser en termes de réseau, de logistique, de stratégie à long terme. Il soupçonnait plutôt un facteur extérieur, des marrons qui venaient recruter dans les habitations,
des affranchis qui fournissaient des billets de circulation falsifiés, peut-être même des abolitionnistes anglais qui infiltraient la colonie depuis la Jamaïque voisine. Il augmenta la surveillance. Il acheta 2 chiens dressés à pister les fugitifs. Il fit construire, par Diallo lui-même, ironie suprême, une nouvelle clôture autour des cases à nègres avec un portail qu'on fermait au coucher du soleil. Diallo construisit la clôture. Il la construisit avec le même soin professionnel qu'il appliquait à tout son travail. Et sur l'un des poteaux, le 3e à gauche de l'entrée, celui qui faisait face au sud-ouest, en direction des Mornes, il tailla une encoche, un V irrégulier, incurvé vers la droite. La prison que le maître avait commandée portait dans son bois même la signature de la liberté. En 1787, Kervégan mourut. Pas de mort violente, il n'eut pas cette satisfaction dramatique. Il mourut de ce qui tuait les colons blancs à Saint-Domingue avec la régularité d'un impôt, la fièvre. Le mal le prit un soir d'août, avec des frissons malgré la chaleur, des sueurs qui trempèrent ses draps de lin, un teint qui vira du jaune au gris en 2 jours. Madame de Kervégan fit venir le médecin du bourg, un bordelais alcoolique qui prescrivit des saignées et du quinquina. Le quinquina arriva trop tard. Les saignées achevèrent ce que la fièvre avait commencé. Kervégan mourut le 3e jour, dans sa chambre de la Grand-Case, dans le lit dont Diallo avait réparé le pied 2 ans plus tôt, sous un toit dont Diallo avait refait la charpente 3 ans avant cela, entouré de meubles que les mains de Diallo avaient touchés, réparés, entretenus pendant 25 ans. Les registres de l'habitation tenus par le gérant Frémont notent que Kervégan mourut en laissant des dettes considérables. Les 3 habitations furent mises en vente judiciaire. L'inventaire après décès, daté de novembre 1787, liste parmi les biens meubles de la succession les noms et valeurs estimées des 87 esclaves restants. 87. Ils avaient été 142 en 1770, selon l'inventaire précédent. 55 avaient disparu en 17 ans, vendus, morts ou marronnés. Les actes de vente ne couvrent qu'une partie de cette différence. Les morts enregistrés une autre partie. Le reste, le solde inexpliqué, le trou dans la comptabilité humaine de Kervégan, correspond au départ facilité par Diallo. Pas tous depuis Kervégan, mais assez depuis Kervégan pour que le chiffre soit remarquable. Remarquable, mais pas remarqué, car personne, en 1787, ne pensait à croiser les dates de livraison de charpente avec les dates de marronnage. L'habitation Kervégan fut achetée aux enchères par un grand blanc de Jérémie nommé Boissière. Boissière conserva Diallo, un charpentier de 46 ans en bonne santé, sans marque de fouet, sans antécédent de marronnage, valeur estimée à 3000 livres, était un bien qu'on ne laissait pas partir. Diallo continua à travailler, il continua à livrer des pièces de bois, il continua à tailler des encoches. Le réseau survivait au maître. Le réseau survivait à tout, sauf à la disparition de l'homme qui le faisait fonctionner. Et cet homme ne disparaîtrait pas. Les derniers départs eurent lieu en 1788. 48 personnes cette année-là, un chiffre que Diallo savait trop élevé, un rythme qu'il savait dangereux, mais qu'il ne pouvait plus ralentir, car les candidats étaient trop nombreux et l'urgence trop grande. En 1789, la Révolution éclata en France. En 1791, la cérémonie du bois caïman enflamma le nord de Saint-Domingue. Boukman, Toussaint, Dessalines. L'histoire bascula. Les communautés marronnes du massif de la Hotte, ces villages invisibles que Diallo avait contribué à peupler pendant 14 ans, rejoignirent l'insurrection. Colas fut tué dans un combat contre une colonne française en 1793. Manon organisa un hôpital de campagne dans les Mornes et soigna des blessés des 2 camps, car elle avait fait le serment de guérir quiconque avait besoin d'être guéri. Jupiter devint commandant d'une compagnie de combattants marrons et fit trembler la garnison de Jérémie pendant 3 ans. Et Diallo? Les archives se taisent. Le registre de l'habitation Boissière ne mentionne plus Étienne Charpentier, après 1791. Peut-être fut-il emporté par les troubles,
Peut-être rejoignit-il enfin les mornes, lui aussi, quand le réseau n'eut plus besoin de lui, parce que la Révolution avait fait sauter toutes les clôtures. Peut-être mourut-il sur l'habitation, de fièvre ou de fatigue, comme meurent les hommes ordinaires. Personne ne sait. Aucun archive ne dit ce qu'est devenu l'homme qui a libéré 247 personnes. C'est le dernier geste de son système, l'effacement de celui qui l'a conçu. Mais dans les mornes de la Hotte, quelque chose a survécu. Pas un nom, car le nom de Diallo, le vrai nom, le nom Peul qu'il avait gardé dans l'endroit que Samba lui avait montré, ce nom ne figurait dans aucun registre, aucune archive, aucun document officiel. Ce qui a survécu, c'est une marque, une encoche, un V irrégulier, incurvé vers la droite, taillé dans le tronc de certains mapous le long des sentiers de montagne. Des générations plus tard, les habitants des Mornes, les descendants des Marrons, des insurgés, des survivants, passaient devant ces marques sans s'arrêter. Certains les remarquaient, certains posaient la main dessus par habitude, comme on touche un objet familier dont on a oublié l'origine. Et quand on leur demandait ce que c'était, ils répondaient sans hésiter et sans pouvoir dire d'où leur venait cette connaissance, c'est la marque du passeur. Il existe, dans les réserves des Archives nationales d'outre-mer à Aix-en-Provence, un registre d'habitation que personne ne consulte jamais. Il porte la cote C9A 156. Sur sa page 47, dans la marge, entre un inventaire de pièces de charpente et un décompte de barriques de sucre, une main a tracé un dessin minuscule. Un V irrégulier, légèrement incurvé vers la droite. Ce n'est pas une annotation, ce n'est pas un chiffre. C'est une encoche, et si l'on savait la lire, on entendrait, dans le silence de la marge, le pas d'un charpentier sur un chemin de terre rouge, le clapotis d'une rivière traversée dans le noir, le souffle d'un enfant endormi, le clic d'une porte qui se ferme, et le bruit le plus difficile à entendre de tous, de 247 paires de pieds nus qui marchent vers la montagne. L'esprit de l'homme qui avait appris à lire le bois et la terre et les chemins et la patience.